Madame, Messieurs, bonjour. Au lendemain de la présidentielle de 2025, Douala s'est imposé comme le miroir le plus brut des tensions et des espoirs du pays. Entre contestation, mobilisation spontanée et crispation politique, la métropole économique a révélé l'état d'une société traversée par le doute, mais aussi par une profonde aspiration au changement. Alors que le calme semble peu à peu reprendre droit de cité, une question demeure: sur quelle base reconstruire la confiance et renouer avec une cohésion mise à rude épreuve? C'est à cette question complexe que nous allons nous attaquer au cours de cette édition avec notre invité de cette semaine, Serge Igor Bella. Serge, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Ngefak Arnold, je suis très heureux que vous ayez porté votre attention sur ma modeste personne. Et je profite de cette occasion aussi de dire un bonjour particulier aux 52, qu'est-ce que je vais dire, aux jeunes de 58 départements et de 360 communes d'arrondissement qui nous regardent en ce moment, de leur dire bonjour chaleureux, il faut croire encore, un Cameroun nouveau est possible, il est en train de se dessiner devant nous, restons scotchés, derrière le président Paul Biya, les choses iront. Merci. Je rappelle que vous êtes président national du mouvement des vrais patriotes. Oui. Ça sonne comme un parti politique. C'est quoi? C'est une association? C'est un mouvement? C'est quoi? Je reçois vos bénédictions de ce galon, ce galon qui vient de mettre au toit, mais pour l'heure, c'est un mouvement. Le mouvement des vrais patriotes du Cameroun a été pensé après la victoire des élections 2018 du président Paul Biya, et j'ai pensé qu'il était temps de pouvoir mettre sur pied un mouvement réunificateur. Parce que lorsque j'écoutais ça et là, il y avait un esprit de guéguerre qui minait une certaine frange de la jeunesse. Et il était temps de pouvoir créer un mouvement qui, effectivement, devait être dans le but de promouvoir le vivre ensemble et de restaurer cette ardeur patriotique. C'est pourquoi le mouvement des vrais patriotes du Cameroun est né pour apaiser les tensions dont nous avons vu en 2025. Qui sont les vrais patriotes? Le vrai patriote, c'est tout Camerounais qui refuse d'invectiver son Cameroun natal. Je vous dis, M. Ngefak, pour moi, il n'y a pas de nord, il n'y a pas de sud, il n'y a pas d'est, il n'y a pas d'ouest, il y a la patrie Cameroun. Alors, le vrai patriote, c'est celui qui sait que, quels qu'en soient les remous, ça et là, le Cameroun doit rester en sécurité. C'est celui le vrai patriote. Quand on dit mouvement des vrais patriotes, ça sous-entend qu'il y a des faux patriotes. Qui sont les faux? Les faux patriotes sont certains de nos frères qui ont été séduits par un genre d'évangile. Vous voyez, l'évangile de « il faut se battre pour la paix ». Mais je vous dirais, M. Ngefak, que on ne se bat pas pour la paix. C'est une incongruité. Se battre pour la paix, ça peut sembler, ça sonne mal, se battre pour la paix. Parce que si vous vous battez pour la paix, en ajoutant des éléments dispositoires pour la guerre, ce n'est pas la paix que vous bâtissez. C'est un agenda caché derrière le soi-disant mot paix. Donc, il y a des faux patriotes qui ont été séduits par un genre d'évangile aujourd'hui, et nous voyons d'où cet évangile nous a menés. La revendication, elle est patriotique, c'est un droit civique, un droit humain. Mais lorsque la revendication
se retourne à le vandalisme à outrance, là, ça devient du banditisme. Et je crois que ça, ce sont des idéaux des faux patriotes. Alors, vous l'avez révélé peut-être sans vous rendre compte, quand vous parlez d'évangile. Et ça nous alerte sur le fait que dans nos recherches, on a découvert que vous êtes aussi un homme de Dieu. Ah ben oui, par la grâce de Dieu, je suis privilégié d'être un appelé de Dieu. Et ça depuis 2018, depuis que j'ai 18 ans, je veux dire. Dieu m'a appelé étant si jeune à le servir. Je veux dire, ma jeunesse jusqu'à maintenant, je l'offre à Dieu, je la dois à Dieu. Alors, mouvement des vrais patriotes, vous servez dans quelle obédience? Le mouvement des vrais patriotes du Cameroun est un mouvement à caractère politique et de la majorité présidentielle. Nous aidons le chef de l'État à voir les détails qu'un géant d'en haut ne peut pas voir. Vous voyez, lorsqu'il y a un père dans une famille, le rôle de chaque enfant de cette famille, c'est de pouvoir soutenir le papa dans un coin de sa mission. Alors, le mouvement des vrais patriotes du Cameroun, effectivement, soutient le président Paul Biya dans sa politique générale et majeure. Et je le dis en regardant droit à votre caméra, le mouvement des vrais patriotes n'est pas seulement pour un genre de Camerounais. Non. Le mouvement des vrais patriotes, c'est pour ceux-là qui veulent construire le pays. Le président Paul Biya est dans cette lancée de la construction. Et nous croyons que, avec l'expérience du président et l'apport du mouvement des vrais patriotes du Cameroun, le Cameroun sera un beau pays. Serge Igor Bella, je vous propose que l'on marque la première halte de cette émission pour prendre le round-up de l'actualité de la semaine. Après avoir affiché son soutien au candidat Issa Tirouma Bakari, en participant à quelques meetings du FSNC durant la campagne électorale pour la présidentielle, le 24 octobre 2025, Anissé Ekane est arrêté aux environs de 18 h dans la ville de Douala. Il est dans la foulée mis dans un véhicule et conduit vers Yaoundé. Au bout de quelques heures de voyage et notamment, l'homme politique arrive dans la région du centre. Direction, le secrétariat d'État à la Défense CED. Anissé Ekane débute alors une garde à vue judiciaire, selon les mots de maître Hippolyte Méli, faisant partie de son collectif d'avocats. Il est reproché à l'acteur politique 4 chefs d'allégations. Il est suspecté donc d'hostilité contre la patrie, de révolution et d'appel, d'incitation à la révolte et d'appel à l'insurrection. Donc 4 chefs d'allégations d'infraction. Dans un communiqué publié ce jour, le ministère de la Défense est revenu sur les causes de sa garde à vue. Le concerné était placé en garde à vue judiciaire suite à son interpellation le 24 octobre 2025 à Douala, dans le cadre d'une enquête ouverte pour diverses infractions graves relevant de la compétence du tribunal militaire. En un peu plus d'un mois de garde à vue, Anissé Ekane a été auditionné une seule fois selon ses avocats, entendu par l'enquêteur en charge de son dossier. L'occasion a été saisie par le suspect d'alors de contester ces chefs d'accusation. Le président Ekane a tenu à répondre à tout ça. C'est offusqué du fait qu'on peut l'accuser d'être hostile contre sa propre patrie. Qu'il l'aime tant, il rejette tous ces chefs d'accusation en bloc. Dans un état de santé jugé précaire, Anissé Ekane était interné et pris en charge au centre médical militaire de la gendarmerie. Une enquête est annoncée à la suite de son décès, survenu aux premières heures de ce lundi 1er décembre 2025. Conformément à la procédure en vigueur, une enquête a été ouverte afin d'établir avec précision les circonstances du décès. Elle fera l'objet d'un traitement légal rigoureux et d'une communication appropriée. Anissé Ekane avait 74 ans et plusieurs combats politiques à son actif. Il y a un peu plus de 9 ans ce mardi à l'aéroport international de Yaoundé-Simalel lorsque la situation dégénère soudainement. Une trentaine de personnels en campagne
fait éruption dans le hall principal. Slogan en fond, trop c'est trop. Les manifestants exigent de meilleures conditions de travail, une cantine ouverte 24 heures sur 24, la suppression de l'extrait de casier judiciaire pour relever les badges et la matérialisation de plusieurs engagements sociaux. Rapidement, la tension monte. Les forces de maintien de l'ordre tentent de contenir la foule, mais un affrontement physique éclate. Dans la foulée, des bagages sont renversés et saccagés, tandis qu'au sous-sol, un début d'incendie est signalé. Plus grave encore, une quarantaine de cadres de l'aéroport sont soudain retenus en otage par un groupe de manifestants radicaux. La panique gagne alors les passagers. Les autorités ordonnent l'évacuation immédiate du hall principal. Voyageurs et personnels sont guidés vers les zones sûres du parking. Quelques minutes plus tard, les sapeurs-pompiers arrivent sur place. Leur première mission, maîtriser le feu, éviter tout risque de propagation et sécuriser l'accès au sous-sol. Pendant ce temps, les négociations s'engagent avec les autorités et les grévistes. Première exigence, la libération urgente de 2 femmes enceintes parmi les otages. Les équipes de santé arrivent en renfort pour assurer la prise en charge psychologique des otages déjà libérés, ainsi que celle des passagers d'un 2547 posés en pleine crise. Mais la situation reste critique. C'est alors qu'intervient le groupement spécial d'opération de la police, le GSO. Objectif, mettre fin à la prise d'otages et neutraliser les éléments les plus violents. Après une série de manœuvres, les otages sont libérés un à un, indemnes, tandis que les assaillants sont neutralisés et arrêtés pour nécessité d'enquête. Mais attention, il ne s'agissait en réalité que d'un exercice de simulation. Cross-Over 2, opération programmée chaque année par Aéroport du Cameroun, avait pour but d'évaluer la réactivité des équipes et l'efficacité du plan d'urgence en cours de réapprobation par l'autorité aéronautique nationale. Supervisant l'opération, le gouverneur de la région du centre se félicite de la mobilisation de tous les acteurs. Le protocole a été respecté et je pense qu'à chaque année, nous essayons donc d'améliorer. Chaque année, on essaie d'améliorer. Ce qui est certain, c'est que comme les gens n'étaient pas informés à temps, il y a toujours des petites oublis qui doivent être huilés. Défi relevé, rendez-vous pris pour 2026. Il est un peu plus de 11 heures ce 1er décembre lorsque le corbillard pénètre l'enceinte de la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. À son bord repose la dépouille d'Anissé Ekane. Autour du véhicule, dans ce lieu dont nos caméras n'ont pas accès, son épouse et ses avocats. Le président du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, le Maliden, s'est éteint quelques heures plus tôt au centre médical militaire de la gendarmerie nationale, où il était interné depuis son interpellation à Douala le 24 octobre dernier. Sur le parvis de la morgue, l'émotion est palpable. Ses conseils abattus peinent à contenir leur stupeur et leur indignation. J'ai revu cet homme plein d'énergie et de vigueur, avec qui j'ai eu le bonheur de partager le podium de campagne électorale. Partir d'une campagne électorale à la morgue où je suis maintenant, pour moi c'est un vrai déchirement. Je suis très effondré, je suis abattu, je ne suis pas le seul, je pense que les Camerounais en majorité sont dans l'état de choc qui est le mien. Maître Ulrich Gouana se souvient avec gravité de sa dernière rencontre avec l'illustre disparu. Depuis la semaine passée, nous avons eu l'occasion de le rencontrer, couché toujours sur le même lit que ce jour. Mais cette fois-là, il était en train de parler à peine. Monsieur Anissé Ekane nous a fait au moins entendre une voix, cette fois-là, quand il disait qu'il voulait rencontrer son pneumologue. Mais j'ai vu en lui un monsieur qui avait de l'espoir. Il était déterminé même à défendre ses droits sur le lit de l'hôpital quand il interpellait le militaire qui était vraisemblablement son gardien de la circonstance en lui disant « Qu'est-ce que vous faites là ?» Là, il revendiquait son droit d'avoir une communication privée avec ses avocats. Pour l'heure, le collectif Défense citoyenne dit attendre des éclaircissements sur les circonstances exactes du décès. Une communication plus complète pourrait être publique
dans les prochaines heures. Considérant l'urgence de la mise en place d'un cadre serein au sein des Lions indomptables pour une préparation et une participation optimale à la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Maroc 2026, le comité d'urgence, à l'unanimité de ses membres, a pris les résolutions suivantes. Résolution 1. Le comité d'urgence, à l'unanimité de ses membres et sur proposition du président de la FECAFOOT, procède au réaménagement du staff technique, administratif et médical de l'équipe nationale masculine fanion du Cameroun, les Lions indomptables, ainsi qu'il suit. Sélectionneur coordonnateur, Messieurs Tongumpile Martin. Entraîneur sélectionneur, Monsieur Pagou David. Entraîneur adjoint, Monsieur Belinga Alexandre Grégoire. Entraîneur des gardiens de but, Monsieur Assima Clément. Préparateur physique, Monsieur Jeffé Brian Meyeke. Analyste vidéo, Monsieur Sankara Moumouni. Médecin, Dr Ngwaba Patrick Jouel. Coordonnateur des sélections nationales, Messieurs Atouba Timothée. Coordonnateur adjoint, Messieurs Pensi Serge Renaud. Team manager, Monsieur Anouji Nicolas. Team presse, Monsieur Ndo Eli Thierry. Agent de liaison, Messieurs Ebolo Abada Pierre Arnold. Kinésithérapeute, Messieurs Che Awa Daniel et Kalegem Fomokan Elias. Résolution 2. Le comité d'urgence, à l'unanimité des membres, recommande au président de la Fédération camerounaise de football de communiquer en extrême urgence la liste de l'encadrement technique, administratif et médical réaménagé au ministère des Sports et de l'Éducation physique, ainsi qu'aux instances fêtières du football africain et mondial, et de procéder par la même occasion à la conformisation des actes de prise de fonction. À l'issue de cette session de novembre au Sénat, 7 projets de loi ont été adoptés, parmi lesquels le projet de loi de finances du Cameroun pour l'exercice 2026. Un texte qui intègre les orientations du président de la République en matière d'autonomisation des femmes et de promotion de l'emploi jeune. Le Sénat appelle au respect strict et à la bonne exécution de ce projet de loi qui attend encore d'être promulgué par le chef de l'État. Nous attendons le gouvernement et le gestionnaire de pays, quand je demande que son excellence président de la République, qu'il fasse preuve de réalité, de simplicité, de transparence, d'immunité et d'expression. Appartenant de l'État clientéliste, de controversion de les réseaux sociaux, où on vient à la seule victime des signes de sang, ainsi que toute forme d'arrogance et d'énergie. Au cours de cette séance plénière de clôture de la session parlementaire de novembre, le premier vice-président Aboubakari Aboulaye réaffirme l'engagement du Sénat à suivre de manière méticuleuse la mise en œuvre de l'engagement du chef de l'État envers les Camerounais. Le Sénat exerce devant le gouvernement à renforcer la discipline budgétaire, à relever substantiellement la part de l'investissement public, y compris la dotation des collectivités territoriales décentralisées, à améliorer la qualité de l'environnement économique en étant plus attentif à l'exigence intérieure en particulier, afin d'éviter une asphyxie des entreprises locales. Comme l'Assemblée nationale, le Sénat se dresse contre les sirènes du désordre qui persistent depuis la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. L'institution dit non aux fauteurs de troubles et réitère son appel au calme. Pour la référence que son Excellence le Président de la République a donné au peuple camerounais de l'ordre de l'État, nous interpellons directement ainsi que son gouvernement pour l'ensemble des services avec la
La séance plénière de clôture de la 3e session ordinaire de l'année législative 2025 a également permis au vice-président, parlant au nom du président Marcel Niadifendi, de rappeler au gouvernement l'obligation de déposer, dans les délais prévus par la loi portant régime financier de l'État, le projet de loi de règlement accompagné de toutes ses annexes, ainsi que le projet de loi de finances et l'ensemble de la documentation budgétaire. Bienvenue à vous qui nous rejoignez seulement maintenant dans le cadre de cette émission. Vous regardez la Rétro, votre émission hebdomadaire d'analyse de l'actualité, avec comme invité cette semaine Serge Igor Bella. Il est président national du mouvement des vrais patriotes. Serge, on va entrer dans le vif de notre sujet, c'est-à-dire parler de la période électorale et post-électorale dans la ville de Douala notamment, votre ville d'action. Vous êtes originaire même de la région du littoral. Que s'est-il réellement passé à Douala dans les jours qui ont suivi les élections? On a vu beaucoup de remous. Comme je le disais, la ville de Douala, ou bien la région de Douala, la ville de Douala, oui, s'est vu livrer un film d'horreur dont la provenance était imprévue. Croyez-moi, M. Ngefak, je vous parlerai à cœur ouvert. À cœur ouvert. C'est pour ça que nous avons invité. Et j'aimerais votre franchise, ceux et celles qui sont sur le petit écran comprennent qu'il est temps de nommer chaque chose. Les habitants de Douala sont des personnes qui aiment la paix. Je salue ici les chefs traditionnels du Grand Littoral. Je salue ici les administrateurs civils principaux de la région du Littoral et de la ville de Douala en particulier. Douala s'est vu être infiltré de façon progressive par un genre de personnes dont nous ne connaissons pas la provenance. Parce qu'au lendemain de la victoire du président, les mototaximans non identifiés, dont les prononciations françaises étaient difficiles, se sont introduites pour commencer à faire les casses. La question que je me pose, et qu'un vrai habitant de Douala se pose, c'est d'où viennent-ils ces gens? D'où venaient-ils? Ils étaient hébergés où? Alors, le top départ a commencé par eux, s'en est suivi les suivants moutonniers. Donc, la cause de tous ces remous était aussi l'alliance transcendantale entre nos deux opposants, entre nos deux spédo-opposants, qui ont décidé d'aller en alliance et ont convergé leurs forces vers une minorité de population faible d'esprit. De qui s'agit-il? Parce que pour l'élection présidentielle du 12 octobre dernier, à côté du président Paul Biya, candidat, il y avait 11 autres. Ben oui, je parle bien évidemment de candidats malheureux des élections 2025 parlant de M. Bakary Issa Chiroma. Issa Chiroma Bakary. Tout à fait. Le candidat du FSNC, qui s'est vu être battu en pleine couture, qui n'a pas pu digérer cette défaite et qui avait en amont un agenda déjà bien calé. Alors, je voudrais dire, profiter aussi pour le dire que on ne vient pas en politique avec les armes. La politique, c'est la patience. Le politique qui veut construire son pays est patient. Parce que, croyez-moi, M. Ngefak ou non, personne n'est éternel. Le président Paul Biya partira un jour, viendra un autre président. Le temps d'un autre. Le temps d'un autre. Alors, l'empressement et la précipitation de cette politique ont occasionné ce que j'appelle ici des réactions qui pouvaient mettre le Cameroun en feu et en sang. Donc, aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés à Douala, une ville qui est pourtant une ville vivable, est devenue une ville insécure où, lorsqu'on sait que toi tu es un partisan de tel,
c'est avec la matière qu'on t'accueille. Et je pense que c'est une leçon. C'est une leçon pour nous. Pour nous, les patriotes. C'est une leçon pour les natifs de là, pour les prochaines séances. Alors, quels sont les facteurs que vous avez identifiés? C'est vrai, vous avez parlé des gens qui sont venus de l'extérieur pour semer le trouble à Douala, et qu'après, il y a évidemment les natifs qui ont fait le suivisme moutonnier, comme vous avez dit. Est-ce qu'il y a des mobiles particuliers que vous avez identifiés comme participants au déclenchement de ces remous-là? Ben, vous savez, celui qui nourrit la guerre prévoit ses plans. Et lorsque un enfant têtu est constamment battu à la maison, le prochain têtu utilise le secret du parent pour pouvoir dévier la vigilance du parent. Alors, voulez-vous nous amener en prenant non, c'est pour dire que les mobiles n'ont pas été identifiables parce qu'on n'a rien vu venir. Bon, je ne suis pas dans le secret d'état-major général de la région du littoral et de la ville de Douala pour vous dire qu'on a été l'information, mais quand même à mon niveau, les gens étaient préparés à s'aimer le chaos dans la ville de Douala parce qu'ils savaient que la ville de Douala est le poumon économique du Cameroun. Une fois que cette ville a embrasé, c'est tout le Cameroun qui est en feu. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Très bien. Alors, mais nommer ces points focaux pour dire que c'est par là que c'est venu, je pense que ce sont les autorités militaires qui sont outillées aux informations type qui pourront leur répondre. Parce que jusqu'ici, le renseignement au Cameroun est quand même très avancé et la ville de Douala est quand même à l'œuvre pour cela. Donc, tout est passé en un coup. On n'a rien vu venir. Pour nous, la population lambda quand même. On n'a rien vu venir. On voyait sûrement les gens qui s'entremêlaient, des bandits de grands chemins qui se sont joints. C'était un mélange vraiment catastrophique. Mais comme j'ai dit souvent à quelques personnes, que Dieu merci, on n'est pas arrivé là où ils ont voulu que nous puissions arriver. Voilà. Mais malgré tout ça, on parle quand même d'une trentaine de personnes qui sont décédées. On parle de plus de 1000 personnes interpellées dans le cadre de ces remous-là. À Douala, c'est fort, non? Non, c'est pas fort. C'est pas fort. Et je veux saluer ici le travail abattu par le gouverneur du littoral. Pour vous, le décès d'une trentaine de personnes, c'est pas fort? Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait là, à ce moment-là? Quand les décrets préfectoraux étaient sortis, interdisant les regroupements dans les endroits, qu'est-ce que ces gens faisaient? Vous voulez dire qu'ils ont cherché leur propre mort? Mais ils ont cherché leur propre mort. Je le dis sans avoir aucune émotion. Ils ont cherché leur propre mort. Parce que lorsque on vous dit, et c'est ça le but du mouvement des patriotes Cameroun, amener les gens à respecter les institutions. Une institution, lorsqu'elle donne un positionnement par rapport à un cas critique, il faut le respecter. Alors le préfet du littoral, du département du Vouri, a pris le soin de sortir des décrets évitant ce chaos. Je vais dire, je peux l'appeler ainsi. Mais des gens ont pris sur eux d'aller contre la loi à cause d'un certain élu factice, caché je ne sais où, donnant des ordres pour amener les Camerounais à s'entretuer eux-mêmes. Donc, je dis, ceux qui sont incarcérés doivent apprendre les leçons. Qui cherche la bagarre, comme le disait quelqu'un, celui qui cherche la bagarre ne doit pas marcher sur les œufs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis peiné peut-être de ces âmes qui ont été, je veux dire, gâtées à la vie, parce que 30 personnes qui meurent, ça c'est 30 présidents qui est parti, ça c'est 30 gouverneurs, ça c'est 30 footballeurs. On ne sait pas qui devait être ce genre demain après-demain. Mais je dis, il est temps de prendre les leçons
et de comprendre que lorsque la note préfectorale sort pour des actes précis, on doit respecter cela. Ceux qui sont morts, ceux qui sont emprisonnés, ont cherché eux-mêmes leur propre sort d'aujourd'hui. Sur quel prétexte s'appuyait l'arrêté préfectoral lorsque cet arrêté est pris pour restreindre un peu, comment je vais dire, les mouvements de personnes et des biens dans la ville de Douala? La ville était en gestation. En gestation de soulèvement, créant les paniques. Peut-être avait-il reçu des renseignements prévisionnels qui prédisposaient. Bien sûr. Le préfet avait reçu les renseignements qui pouvaient l'amener à faire ce genre d'arrêté. Et moi, je pense encore que avec une telle élection que nous avons eue en 2025, en octobre 2025, il était temps que ces mesures se prennent pour limiter les dégâts et savoir pointer du doigt les organisateurs. C'est facile de dire, aller à la rue. C'est facile de croire à quelqu'un qui n'est pas au Cameroun avec vous, vivant les mêmes réalités, et de dire, il a dit qu'on se rassemble, allons nous rassembler. Mais si les gens qui veulent créer les rassemblements dans des lieux, dans des secteurs, ils n'ont qu'à venir même montrer le bon exemple, on va les suivre. Mais tu ne peux pas être caché dans ta chambrette et donner les ordres. Donc je crois qu'avec tout ce qui s'est passé, le flux des réseaux sociaux, les menaces à l'interne, le préfet vigilant et averti, parce que le gouverneur c'est prévoir, vigilant et averti, avec son état-major, a se senti concerné à sortir cet arrêté préfectoral pour limiter les dégâts. Alors, dis-nous, est-ce que au plan local, ces remous-là ont eu un impact sur la gouvernance et sur le fonctionnement des institutions? On ne peut pas dire que ça n'a pas eu de répercussions. Parce que vous voyez, je ne pense pas que le chef de l'État, là où il se trouve, puisse être content de tout ce qui s'est passé. Bon, maintenant, ça c'est le premier point. Deuxième point, le Cameroun doit être construit par tous ses enfants. Et lorsque les soulèvements de ce type sont mis en place, oui, il y aura des stabilisations ça et là dans certains secteurs. Ça ne peut pas manquer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que malgré la paix qui revient petit à petit, les stigmates restent? Oui, bien sûr, bien évidemment. Celui qui a perdu son enfant, bien que la paix soit revenue, qu'est-ce qu'il va penser? Quelle est la marque qui reste en lui? Celui dont la boutique a été vandalisée, penses-tu, M. Nguefak, qu'il serait content malgré la paix? Oui, je pense que non. Alors je dis, oui, malgré la paix, il y a toujours des stigmates qui vont rester et ça sera une partie de l'histoire pour cela. Et vous pensez qu'aujourd'hui, on peut dire que Douala est calme? Est-ce que vous craignez qu'il y ait résurgence de mouvements? Non, parce que je fais confiance aux forces de l'ordre, qui sont vigilants. S'ils ont pu maîtriser ça, ils vont maîtriser plusieurs. Douala est calme, c'est une ville très embouteillée. J'ai dû sortir à 4 h du matin pour être là à l'heure parce que c'est trop d'embouteillage. Rappelez-vous, c'est une ville économique. Et une heure passée chez soi est une opportunité de milliards qui passent. Alors, Douala revient peu à peu dans ses habitudes et je pense que, continuant ainsi, la ville sera totalement calme. Alors, le processus de paix qui a été engagé après cette crise-là, est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ceux qui ont œuvré dans ce processus-là? Alors, les gens qui ont œuvré dans ce processus, je vais les situer à deux niveaux. Oui. Premier niveau? Je vais parler des administrés, c'est-à-dire les autorités administratives, qui ont pris sur eux de créer un climat social, ou bien social si vous voulez. Et ils sont descendus de leur piédestal. C'est ce que nous voulons aussi, M. Nguefak, que ceux qui nous dirigent aujourd'hui puissent quand même comprendre qu'il y a des moments où
ils doivent appliquer la loi ou bien le principe de qui veut va vers. Vous voyez, j'ai vu le gouverneur au marché payant des fruits, encourageant les gens de regagner leur zone de commerce. J'ai vu le préfet du Vouri, du département de Vouri, M. Sylvas Vogo, Syriac Vogo, autant pour moi, qui a entrepris un certain nombre de démarches. Donc, il y a des personnes par voie autorisée qui ont fait les démarches. Maintenant, il y a, nous, des jeunes conscients. Par exemple, dans mon secteur, dans mon quartier, là où je suis, à Douala 5e en particulier, je prends le soin de rassembler un grand nombre de jeunes, leur faire comprendre que leur avenir futur est plus important que ce petit temps d'impasse. Et cette campagne de sensibilisation répétée leur permet de comprendre quand même que la vie avance et le Cameroun avance. Bien sûr. Donc je crois que avec tout cela, ce qui est fait au niveau des institutions et ce qui est fait de façon locale contribue à ce que la paix et la tranquillité regagnent les cœurs des Camerounais de cette région, de cette ville de Douala. Et les mouvements associatifs comme les vôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement pour le retour à la paix? Merci d'avoir posé cette question. Je vous remercie très bien. Alors, je vous ai dit ici que le mouvement des patriotes du Cameroun est né après la victoire du président de 2018. Oui. Il y a 7 ans. Il y a 7 ans. J'ai entrepris personnellement pendant ces 7 ans-là des démarches à risque, allant dans les zones peu fréquentables, pour dire aux Camerounais de tous bords, le mandat de plus de 2025 du président et non le mandat de trop sera un mandat où le président va stabiliser les institutions afin que les choses marchent à bon train. J'ai pris le risque plusieurs fois, contre ma vie, d'aller dans les zones peu fréquentées des hommes du pouvoir actuel, des élites du pouvoir actuel, de dire à ces gens-là, non, vous n'êtes pas délaissés. Il est temps que vous vous réveillez pour que nous travaillions ensemble. Alors, ces risques-là m'ont coûté par 3 fois les menaces de mort. 2 avec les armes, 1 avec la lettre. Ces menaces, ces démarches-là m'ont coûté beaucoup d'argent. Et mes créanciers aujourd'hui, qui me poursuivent avec les plaintes, ça et là, parce qu'il fallait mettre du paquet quand tu vas parler tu vas parler à quelqu'un. Tu ne vas pas parler à quelqu'un le ventre vide. J'ai organisé des rassemblements à l'hôtel des députés ici, à Yaoundé, et dans plein d'autres lieux d'ailleurs. J'ai fait voyager des gens pour qu'ils comprennent la nécessité du maintien de la paix. Alors, ce mouvement, pour ma part, a contribué à la sensibilisation de plusieurs qui avaient déjà tourné le dos au pouvoir en place. Et, j'insiste là-dessus, nous avons entrepris, mon équipe et moi-même, et voici le moment pour moi de dire un grand merci à mon secrétaire général, Monseigneur Pierre Ndigui, qui de pied d'œuvre, jour comme de nuit, a travaillé avec moi afin que certaines des choses que nous avons eues comme idée soient mises en place. Nous avons eu l'ambition d'organiser la marche patriotique à Douala, qui devait réunir 8000 personnes. Je suis allé voir le préfet. Je dis, monsieur le préfet, voici la marche que nous avons. Le préfet et moi-même nous entretenu pendant 1h30 dans son bureau, l'homme relax, avec la délégation que j'avais composée. Le préfet m'a dit, c'est vrai, nous travaillons pour le président, mais restons dans le statut juridique. Il a fait un mot, et malheureusement, avec l'empressement de la préparation des élections, tout ce qui allait avec, la marche n'a pas eu lieu. Donc, si je peux que citer cela, le mouvement des patriotes du Cameroun s'est engagé pour accompagner le président à sa victoire, pour diminuer le stress de la population. Quand je venais ici,
Il y a des jeunes qui m'ont abordé. Vous dites pour accompagner les jeunes à sa victoire. Votre zone d'action, est-ce que vous pouvez nous la circonscrire? Alors, ma première zone d'action est à Douala. À Douala. Mais à Douala, le président Paul Biya a perdu. J'en viens là. C'est très dommage que le président Paul Biya perde à Douala avec 22,35%. Et je vais pointer du doigt certaines élites du Grand Littoral. Qu'ont-ils fait? Qui n'ont pas frappé la main sur la table et démontré leur amour pour la patrie d'abord et pour le président de la République. Je m'explique. Je dis bien certaines élites. Lorsque, pendant la période électorale, les gadgets qui ont été remis pour la redistribution gratuite, certaines des élites les gardaient dans leur voiture, chez eux. Le meeting est censé commencer à midi, mais cette élite-là, certaines de ceux-là, viennent en guest à 23h30 minuit. Serge Igor, est-ce que vous n'êtes pas en train d'infantiliser l'électorat que vous-même vous avez identifié comme acquis à la cause de votre président que vous soutenez? Non, parce que si vous dites que Paul Biya n'a pas pu avoir la victoire à Douala parce que les gens ont gardé les gadgets dans leur voiture, est-ce que ce peuple-là n'a besoin que de gadgets? Monsieur Ngefak, oui. Ça, c'est un exemple simple que j'ai pris. J'ai pointé du doigt certaines élites du Grand Littoral. Et je le dis à mon vision avec une ténacité très précise. Parce que j'ai les éléments. Peut-être ce que je dis va me coûter la vie, mais autant mieux. Vous savez qu'il y a la liberté d'expression. Autant mieux rester. On la consolide. Quand même. Autant mieux rester quand même dans ce qui est dit. Certaines élites du Grand Littoral n'ont pas fait le travail. Je dis bien, certaines élites du Grand Littoral n'ont pas fait le travail. C'est pour moi ici le passage d'apprécier le président de la commission RDPC, la Sangha maritime, le ministre Massina Ngalé-Bibé. Ah, il y en a qui ont quand même bien travaillé. Qui a battu un travail fort dans la Sangha maritime. Le ministre Ngalé-Bibé est l'une des élites, autant pour moi, qui a bossé comme un taureau pour redorer le blason RDPC dans la Sangha maritime. Là, il faut le dire. Revenons dans la ville de Douala et dans certaines périphéries du Grand Littoral, certaines élites ne se sont pas mises au travail. Est-ce que des élites, laissons un peu ceux qui n'ont pas travaillé, c'est leur choix. Est-ce que ceux qui ont travaillé ont, par exemple, collaboré avec des personnes comme vous qui partageaient la même idéologie et les mêmes objectifs dans l'action? Malheureusement, non. Monsieur Ngefak, à Douala, j'ai 8000 personnes qui sont derrière moi. Je ne suis que venu avec quelques noms ici, mais j'en ai comme ça là, près de 20. Noms, prénoms. C'est quoi la nature du document? Ça, c'est les noms des numéros de téléphone des membres et adhérents du mouvement des vrais patriotes du Cameroun. Tout est mentionné, nom, numéro de CN, etc. J'ai fait enregistrer... C'est un recensement fait de vos membres? Bien sûr que oui. Ils sont combien vos membres? Actuellement, à l'heure où je vous parle, les membres sont 4000 et les adhérents, près de 4000. Vous voyez? Donc, quand je dis membres, ceux qui sont déjà recensés, les adhérents, et il y a aussi des sympathisants qui s'enregistrent tous les jours. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce que le mouvement des vrais patriotes du Cameroun n'a pas été pris en compte pour que la victoire du président Paul Biya, ne serait-ce que dans le Grand Littoral, soit prise en considération. Est-ce que vous avez fait cette offre-là? Mais oui, j'ai fait cette offre. J'ai fait cette offre vu que j'ai fait des demandes d'audience partout. Chez les élites du Grand Littoral, c'est-à-dire commençant, parce que le gouverneur n'est pas une élite. Le gouverneur, surtout pas politique. Non, il n'est pas une élite politique. Le préfet n'est pas une élite politique. Le gouverneur est l'autorité administrative, il est autorité administrative de la région. Ça veut dire, alors, je suis allé chez les chefs traditionnels des premiers décrets. Je suis allé chez le président du conseil régional actuel.
je suis allé chez le maire de la ville, je suis allé chez le maire de Douala 5e, ma commune de tutelle, et chez plein d'autres. Et que vous ont-ils dit? Je n'ai pas été reçu. Malheureusement. Pourtant, la lettre de demande d'audience était clarifiée. Et je vous assure, cette lettre était mandatée par une décharge. J'ai attendu. Le but était, il y a 2 personnes qui m'ont reçu, non, une personne qui m'a reçu. Il y a le directeur pour autonome qui m'a reçu via son premier conseiller technique. Cyrus Ngor. Donc, je tenais à féliciter ici. Merci. La seule chose que Cyrus Ngor attendait était un document administratif signé par le ministre qui me permettait de faire la marche patriotique de ces 8000 personnes en soutien au président. Mais est-ce qu'il fallait une marche n'est pas subordonnée à la signature d'un ministre, mais plutôt à la déclaration à la sous-préfecture de Séan? Je vais vous expliquer. Expliquez-nous. Surtout à nos téléspectateurs. Oui, c'est à eux. Lorsque je commence à travailler après 2018, pour moi, le souci majeur était d'aller récupérer ceux qui sont dans l'invective. Leur dire que ne soyez pas frustrés. Pour une sorte de conversion des mauvais patriotes en vrais patriotes. Tout à fait, il fallait prendre les mauvais patriotes pour les convertir. Les verser un peu d'eau bénite, si vous voulez. Là, c'est le pasteur qui parle. Tout à fait, c'est le pasteur qui parle, pour les convertir. Alors, j'ai passé beaucoup d'années pour cela. Et lorsque je vais voir le préfet, avant d'aller voir le préfet, j'ai fait des demandes d'audience à la présidence de la République et partout ailleurs. Le ministre de l'administration territoriale pour la Tanganyika, que tu as salué ici, m'a fait recevoir par son directeur des affaires politiques. Et le directeur des affaires politiques me dit, je ne peux pas vous dire quoi que ce soit ici. Il faudrait que quand vous êtes à Douala, allez voir le préfet du département du Vouri, qu'il vous donne les orientations claires par rapport à cela. Ce qui fut fait. Le préfet et moi-même, nous avons eu à travailler sur la construction de ce mouvement. Il m'a donné des conseils, parce que je tiens à le rappeler, c'est un homme ouvert. Alors, il a donné un avis favorable. Vous parlez du préfet du département du Vouri. Syriam Vogo. Syriam Vogo, que je tiens à saluer ici publiquement, parce que donner à César ce qui appartient à César. Et si je peux me permettre, voilà des personnes qui peuvent encore donner un plus pour l'avancement du Cameroun aujourd'hui. Sans toutefois, il ne m'a pas demandé la tête de parler à son nom, mais il faudrait quand même reconnaître quand un travail bien fait. C'est encourageant. Alors, le préfet a donné un avis favorable au ministre. Je suis allé déposer cette demande de déclaration. Je l'ai ici, malheureusement. Voilà, je l'ai ici. Merci. Je suis allé déposer cette demande de déclaration le 27 mars 2025. À quelques mois avant les élections. Tout à fait. C'est-à-dire, voici la photocopie de la déclaration. Je vais lire. Préfet du département du Vouri. C'est pas nécessaire. Bref, bon. Voilà. Oui. Voici la décharge. Voici la décharge. Oui. Tout à fait. Et le 27 mars 2025, le ministère de l'administration territoriale m'a fait une décharge et, selon la loi, il faut attendre 3 mois, période de 3 mois. C'est-à-dire, si on vous appelle avant les 3 mois, seulement c'est pour corriger quoi que ce soit, mais si on vous appelle pas, vous êtes libre d'exercer. Alors, après 3 mois, j'appelle le directeur des affaires politiques pour lui dire, monsieur le directeur, il y a 3 mois, j'ai déposé, voici, mais jusqu'ici, je n'ai pas eu de go-ahead, tout machin. Il me dit, malheureusement, mon président, je n'ai pas reçu de mot d'ordre vous concernant. Vous comprenez donc que la seule chose que j'attendais, c'était la motion du go-ahead de gouvernant pour que le mouvement des vrais patriotes du Cameroun
explose dans ses actions. Mais, travaillant officieusement, j'ai pu quand même, avec beaucoup d'efforts, convaincre beaucoup de personnes à la réalité et à la logique. Malheureusement pour moi, je n'ai pas eu d'appui de certaines personnes. Peut-être qu'après, vous ici, j'aurai des appels téléphoniques pour me recentrer pour l'avancement. En tout cas, nous sommes dans un objectif d'information pour l'instant. Tout à fait. Mais je voudrais comprendre, est-ce qu'il y a des erreurs qui partent de la situation de Douala à la période post-électorale sont à éviter pour garder une paix durable? Là, vous globalisez la question. Oui. Nationalement maintenant. Non, je parle d'abord de Douala. On ne peut pas seulement parler de Douala sans toucher... Oui, mais commençons par Douala, c'est-à-dire Douala est la période qui a vraiment connu beaucoup de remous. C'est vrai qu'il y en a eu à Tchan, il y en a eu à Limbe, il y en a eu à Maroua, à Garoua, ainsi de suite. Mais je voudrais qu'on parle de Tchan parce que c'est la zone que vous connaissez le mieux. Oui. Vous vivez à Douala, vous avez vécu tout ce qui s'est passé à Douala. Vous êtes un acteur de la ville de Douala. C'est pour ça que je vous pose la question. En commençant par Douala, même si vous pouvez étendre la réflexion au niveau national. Si je peux être très sincère avec vous. Bien sûr, bien sûr. Le gros problème qu'il y a eu, et la leçon qu'il faut tirer, c'est que il faut qu'il y ait cohésion. Il faut qu'il y ait cohésion entre les élites. Je répète encore, il faut qu'il y ait cohésion entre les élites. Parce que voyez-vous, lorsque une élite telle est en désaccord avec une élite telle, les clans se créent et ça permet que beaucoup de ce que nous avons vu puisse se passer. Parce que si je ne parle pas avec vous et que nous avons le même pôle de commandement, je vais vouloir tirer le droit de mon côté pour vous exposer. Or, travaillant main dans la main, ça permet quand même que nous évitions certaines choses. Alors, la cohésion entre les gouvernants, la cohésion entre nos élites locaux, la cohésion entre ceux-là qui sont censés nous montrer le bon exemple, à un temps soit peu, a manqué. Et cela a créé, pour la plupart, ce que nous avons vu aujourd'hui. Nous ne connaissons plus la loyauté de certaines personnes. Il y a aussi ce côté de déloyauté, parce que je peux être vêtu de couleur rouge en après-midi et le soir, j'ai une pensée noire. Alors, il faudrait quand même que ma pensée soit alliée avec mes actions de tous les jours. Si je pense Cameroun en journée et le soir je pense à le détruire, il est fort, c'est quand même, ça sera pratique logique que nous arrivons à ce genre de résultats. Donc pour dire en grosso modo, l'une des choses à corriger, c'est qu'il faudrait que nos élites se parlent entre eux. Il faudrait qu'ils travaillent main dans la main. Il faudrait qu'ils s'allient réellement derrière le champion, notre champion, pour penser ensemble Cameroun. Oui, allez-y. Allez-y, non, finissez. Et à cela, je crois que les choses vont évoluer. Les choses vont évoluer. Que révèlent donc les remous de Douala là sur les rapports entre les populations et leurs élites? Monsieur Ngefak, les populations ne font plus confiance à les élites. Parce que nous avons les élites égocentriques. Vous les voyez une seule fois pendant les campagnes, après disparaissent. Non. Nous ne voulons pas des élites qui portent seulement les costumes et les cravates. Nous voulons les élites qui plient les manches, qui retroussent les manches et aller au terrain. Nous voulons les élites du terrain. Mais lorsqu'il y a séparation entre l'élite qui est en haut là-bas et la population qui est en bas, comment communiquer? L'élite représente quand même le chef de l'État. L'élite est cette figure de grand frère nous rassurant de l'éducation du papa. Mais quand l'élite est invisible, quand l'élite est inaccessible, c'est normal que les enfants ou bien les autres frères puissent faire ce qu'ils veulent. Donc, les élites d'aujourd'hui ne sont pas des élites
qui comprennent pourquoi ils sont là. Il faut que l'élite comprenne qu'est-ce qu'une élite. Il faut qu'ils comprennent. Parce que le tout, ce n'est pas d'être député, ce n'est pas d'être sénateur, ce n'est pas d'être maire, quoi que ce soit. Il faudrait comprendre ton rôle. Il faudrait comprendre ton rôle primordial. Il faudrait respecter ceux qui t'ont mis là. Alors aujourd'hui, si on prend la ville de Douala, excusez-moi de toujours revenir à Douala parce que c'est la zone, je l'ai précisé, que vous maîtrisez le mieux. Si on... vous pensez qu'on devrait faire quoi pour... Il y a des personnes disponibles à travailler, prêts à sacrifier leur vie pour le travail. Je pense qu'il faudrait que ceux qui sont là-haut arrêtent de nous imposer, je veux dire quoi, le plein, de laisser une liste ensemble des personnes les plus remarquables. L'élite, c'est un ensemble des personnes les plus remarquables d'une communauté. Bien sûr. Des personnes qui, par leur valeur, occupent le premier rang. Nous voulons des personnes de valeur. Des personnes qui pensent aux problèmes locaux. Des personnes qui sont prêtes à mettre de côté leur titre pour tenir la population entre les mains et travailler. Pensez-vous que cette élite-là mesure suffisamment sa responsabilité dans la stabilité de la ville de Douala, par exemple, je ou pense dans leur localité respective? Je pense que certaines élites ne mesurent pas. Je pense qu'ils ne mesurent pas. La seule chose qui les fait bien, c'est leur macaron de pouvoir. Certaines élites ne maîtrisent pas vraiment leur rôle. Pourquoi vous ne vous considérez pas, vous, parce que vous êtes leader d'association comme élite? Je n'ai pas... Vous êtes une élite? Oui. Quand je reviens dans mes explications, je vous dis, par 3 fois, j'ai risqué ma vie. Menace de moi avec les armes. Par 3 fois. 2 fois avec les armes, 1 fois avec la lettre et le couteau. La personne m'intimant l'ordre de lire et de déchirer. Le couteau étant à côté de moi. Ça, ce ne sont pas des histoires que je raconte. Ça, je le dis. Maintenant, j'ai besoin donc, je me présente comme cette élite-là, qui a besoin du soutien de mes pères. Parce qu'il y a la jeunesse qui compte sur moi. Je suis encore l'espoir. Je vous disais tout à l'heure, certains jeunes me disent que la jeunesse dont le président parle, qui va concentrer leur mandat, c'est une jeunesse aristocrate. Donc la méritocratie est axée sur les familles. Je suis l'enfant de X, je suis l'enfant de Y. Il y a encore des sceptiques aujourd'hui qui ne croient pas que le président est en mesure de relever le jeune de Bolemkenge à Edea, le jeune de Mambanda à Douala, de Tambafia à Yaoundé. Ils ne croient pas. Alors moi, je m'érige comme celui-là qui a un visage réunificateur pour dire au président de la République, à nos gouvernants, qu'il y a des jeunes qui sont prêts à livrer leur vie pour les aider. Serge Igor, on dit souvent qu'il faut montrer la volonté lorsqu'on veut, par exemple, porter un plaidoyer. Oui. Vous êtes un jeune, oui. Vous avez dit que vous êtes également prélat. Oui. Est-ce qu'au niveau minime, c'est-à-dire peut-être même dans votre EDEA où vous avez grandi ou bien dans votre Sombengue, dont vous êtes natif, est-ce que vous avez des actions concrètes que vous avez faites pour montrer aux jeunes que vous pouvez porter leur parole? Monsieur Gueffard, je ne suis pas milliardaire ni millionnaire. J'ai 27 800 000 francs de dettes aujourd'hui à cause du fait que je veux rassurer les jeunes qui nous regardent. Je suis également, comme Toavis l'année dernière. On va avoir un champion forcément qui va s'imposer dans ce pré-octave d'Ouenel. Que voulez-vous nous dire concrètement? Je suis en train de vouloir vous dire, à cause de cela, à cause de l'espoir et l'envie de ramener les gens à la raison, je me suis endetté.
pour les accompagner à mon petit niveau. Bon, c'est vrai que nous, on sait aussi qu'on ne prête pas aux pauvres. Hein? Non. Écoutez, c'est pourquoi il est bon d'avoir des amis. Bien sûr. Maintenant, on dit il y a deux choses qui séparent des gens. Il y a la femme, il y a l'argent. Oui. Et aujourd'hui, je vous assure, Vous je suis en beaucoup d'amis porte-à-faux avec ces gens-là qui m'ont prêté l'argent, que je devais les rembourser. Jusqu'aujourd'hui, non. Ce sont des insultes et tout ce qu'on sort. Bon, mais bref, j'ai accompagné beaucoup. Et j'accompagne beaucoup à mon petit niveau. Je n'ai pas le pouvoir de faire des forages comme le ministre Ngale Bibé. Je n'ai pas le pouvoir de créer des grosses associations. Et le ministre Ngale Bibé, il en fait ou il n'en fait pas? Oh, le ministre Ngale Bibé est un homme de cœur. Je souhaiterais avoir la rencontre avec ce monsieur qui ne se voit pas comme ministre, mais se voit comme un père. C'est des personnes comme lui qu'il nous faut dans ce Cameroun. Le ministre Ngale Bibé a mis sur pied une association cœur en main. Main sur le cœur. Main tendue, si vous voulez. Aider, hein. Il scolarise près de 300, 400 avec enfants. Son épouse, avec son épouse. Lydienne. Bien évidemment. C'est un monsieur qui ne peut pas entendre que tu as un problème. Il reste indifférent. Alors, je voudrais... Je suis certain qu'il vous écoute. Si je va suis... peut-être vous appeler pour collaborer avec vous. Si je suis coaché par ce genre de monsieur, il est évident, il ne faut pas avoir honte de mettre les bons exemples. Il est évident que mes exemples... apprendrez auprès de lui, tout à fait, certainement. bien sûr, merci beaucoup. Bien sûr. Alors, quand on vous entend parler, évidemment, les jeunes certainement vont se poser des questions. Et si lui, Serge Igor, ne veut que sa part, c'est-à-dire, et si tout ce qu'il dit là, c'est pour dire, donner ma part. On a en télévision, et il faut être franc. Je loue. Je suis dans une maison de location. Je n'ai pas de voiture. Raison pour laquelle vous J'arrive. devriez vouloir votre part. J'arrive. J'ai vendu ma voiture pour la cause des jeunes, pour aider les gens. Venez dans mon quartier natal. Venez à Logbesu, là où je suis natif, là où je suis résident. De l'entrée Neptune, Logbesu, jusqu'à l'antenne Sia TV, là où je suis. Allez à Bonamoussadi, à Denver. Allez à Makepe. Allez à PK21. Allez dans ces zones-là, à Neubel partout. Demandez qui est le président Mbela-Serge Igor. Ils vous diront. Ils vous diront que non. Ils diront que vous êtes qui? Ils vous diront que c'est un monsieur qui n'a pas, mais qui ne manque pas de mettre la joie dans le cœur des gens avec le peu qu'il peut avoir. Alors, je vous donne deux prises de parole essentielles. La première, oui. Vous demandez de regarder votre caméra et de parler aux jeunes. Mes chers jeunes, mes chers frères, je suis comme vous et je connais vos attentes. Le président de la République s'est juré de nous mettre en avant. Et je voudrais que, vous qui m'écoutez, premièrement, détenez-vous des mauvaises voies politiques. Parce que, laissez-moi vous dire, il manque 5 secondes. Ces gens-là qui vous encouragent à détruire leurs enfants ne sont pas avec vous. Alors, mais... faisons confiance à ce mandat, faisons confiance à vos capacités, faisons-nous confiance. Main dans la main, nous allons arriver. Merci, M. Ngefak. Paul Biya dit que c'est le mandat des jeunes et des femmes. Oui. Maintenant, la dernière personne à qui vous allez parler, ou bien les dernières personnes à qui vous allez parler, c'est l'élite que vous avez pointé du doigt, parlant comme source d'un certain nombre de problèmes au Cameroun et plus particulièrement dans la ville de Douala. Mais cher papa, on vous a donné nos voix pour que vous nous défendiez. Se remplir le ventre et les poches seulement et créer la distance ne nous aide pas. Aidez-nous à vous aider. Montrez-nous le bon exemple. Travaillons main dans la main pour qu'un Cameroun meilleur devienne possible. Voilà. On l'a compris, l'apaisement durable de Douala et même plus largement du pays reposera sur une volonté politique affirmée, sur une justice sociale crédible et une participation citoyenne pleinement assumée. On espère dans les prochains mois, comme le président l'a dit, que le mandat sera axé par des actions sur les jeunes et les femmes. Merci Serge Igor Bella d'être venu échanger avec nous dans le cadre de cette émission. C'est moi qui vous remercie, M. Ngefak. Si j'avais une parole à dire de fin. La dernière. Merci beaucoup.
Monsieur le Président de la République, merci pour tout ce que vous faites. Merci vraiment pour tout ce que vous faites. Mais s'il vous plaît, Monsieur le Président, pensez à nous les jeunes. Si vous cherchez un jeune disponible, je suis là. Il a dit dans son discours que c'est celui des jeunes. Donc, je crois qu'il vous a compris. Merci à vous, à la maison, de nous avoir regardés. Merci à la grande équipe, d'abord rédactionnelle et ensuite technique, mobilisée autour de Thierry Camteau. À bientôt sur les antennes de Canal 2 International.